Le 6 août 1945, heure du matin. Quartier général impérial, Tokyo. Une seule transmission décodée d'Hiroshima allait briser 3 ans d'illusions soigneusement construites sur la guerre industrielle. Ce que le haut commandement japonais lut dans ce message les forcerait à confronter une vérité qu'ils avaient passé toute la guerre à nier. L'Amérique n'avait pas combattu à pleine capacité. Il s'était retenu. La salle de guerre du sous-sol sous le palais impérial se trouvait à 90 pieds sous terre, isolée par des murs de béton armé épais de 4 pieds. Le matin du 6 août 1945, l'espace bourdonnait du rythme familier d'une guerre perdue. Le briefing matinal du renseignement du maréchal Shunroku Rata était devenu un rituel de déclin géré. À précisément 08h15, l'officier des communications, le lieutenant-colonel Takeshi Yamamoto, fit irruption par la porte d'acier sans la révérence habituelle. Dans ses mains, il portait une transmission décodée qui allait fondamentalement altérer la façon dont le leadership militaire du Japon comprenait la guerre qu'ils avaient menée. Le message était fragmentaire, transmis par le commandement militaire régional d'Hiroshima, avant que toutes les communications ne cessent. Ville entière détruite par une seule bombe. Rayon d'explosion dépasse tous les bombardements précédents. Type d'arme inconnu. Perte catastrophique. Demande immédiate. La transmission s'est terminée en pleine phrase. Le général Yoshijiro Umezu, chef d'état-major général impérial, lut le message 3 fois. Sa première hypothèse fut que les B-29 américains avaient mené le plus grand raid de bombardement conventionnel de la guerre, peut-être 500 avions larguant des bombes incendiaires simultanément. Les mathématiques semblaient impossibles autrement. Hiroshima était une ville de 350 000 personnes réparties sur 27 miles carrés. Mais des rapports supplémentaires arrivant tout au long de la matinée racontaient une histoire différente. La reconnaissance météorologique n'avait signalé que 3 B-29 au-dessus d'Hiroshima ce matin-là. 3 avions. Pas 300. 3. L'amiral Soemu Toyoda, chef d'état-major général de la marine, se tenait devant la carte murale massive traçant tous les actifs militaires américains connus dans le Pacifique. Son personnel de renseignement était devenu exceptionnellement habile à prédire les opérations américaines. Il connaissait les formations de bombardiers, les charges typiques d'artillerie et les schémas de dégâts attendus. Rien en 3 ans de guerre aérienne ne suggérait que 3 avions pouvaient détruire une ville entière. Alors, les vols de reconnaissance tentant d'atteindre Hiroshima ont signalé quelque chose de sans précédent. Les pilotes ont décrit un nuage en forme de champignon s'élevant à plus de 40 000 pieds, visible à 150 miles de distance. Le nuage brillait de couleurs qu'ils n'avaient jamais vues, des violets et des oranges qui semblaient pulser avec une lumière interne. Le ministre des Affaires étrangères Shigenori Togo reçut le premier témoignage oculaire à l'heure d'un officiel ferroviaire qui se trouvait à 15 miles à l'extérieur d'Hiroshima. Le témoignage de l'homme enregistré par le secrétaire de Togo décrivait un éclair plus brillant que 1000 soleils, suivi d'une onde de pression qui a fait dérailler des trains. Il a rapporté que le centre-ville entier avait simplement disparu, remplacé par une tempête de feu visible depuis les montagnes. La réunion de l'après-midi du Conseil suprême de guerre s'est réunie à 14h00 dans un silence complet. Le Premier ministre Kantaro Suzuki, qui avait survécu à de multiples tentatives d'assassinat pour avoir même suggéré des négociations de paix, a lu les rapports accumulés. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il plaçait les documents sur la table. « Messieurs, commença Suzuki, nous devons considérer ce que cela signifie. Le général Korechika Hanami, le ministre de la guerre et le plus ardent défenseur de la poursuite du combat, parla en premier. Propagande américaine, ils veulent nous faire croire qu'ils possèdent des armes qu'ils n'ont pas. Hiroshima a été détruite par des bombardements conventionnels et ils utilisent la tromperie pour 3 avions. L'amiral Toyoda interrompit, quelque chose qu'il n'aurait jamais fait dans des circonstances normales. 3 avions, Hanami-san, notre radar les a suivis, nos observateurs les ont regardés. 3. La salle tomba silencieuse alors que les implications s'installaient sur eux comme des cendres volcaniques. Pendant 3 ans, la doctrine militaire japonaise avait été construite sur une seule prémisse. La puissance industrielle américaine pourrait être surmontée par la force spirituelle japonaise et l'innovation tactique. Les Américains pouvaient produire plus de navires, plus d'avions, plus de chars, mais les forces japonaises combattraient avec une telle férocité que les pertes américaines deviendraient politiquement insupportables. Ce calcul avait guidé chaque décision depuis Pearl Harbor. Quand l'industrie américaine produisit 300 000 avions, les dirigeants du Japon se dirent que les pilotes japonais, bien qu'en infériorité numérique, combattraient avec 10 fois l'esprit. Quand les chantiers navals américains ont lancé des navires cargo si rapidement qu'ils ont dépassé les U-boats allemands les coulant,
le Japon se consola que les marins américains manquaient du cœur du guerrier. Mais une seule bombe qui pouvait détruire une ville suggérait quelque chose de bien plus troublant. Cela suggérait que la capacité industrielle et scientifique américaine avait atteint des niveaux qui rendaient la résistance japonaise non seulement difficile, mais sans signification. Cela suggérait que l'Amérique avait développé des armes en secret tout en menant simultanément une guerre sur 2 océans. Cela suggérait que tout ce que le leadership militaire du Japon croyait sur la nature de la guerre moderne était obsolète. L'officier de renseignement, le colonel Hideaki Sato, présenta l'analyse de l'après-midi à 16h00. Son équipe avait calculé la capacité industrielle américaine depuis 1941, et leurs chiffres avaient été constamment, terriblement précis. L'Amérique avait produit 88 410 chars pendant la guerre. Le Japon en avait produit 6 450. L'Amérique avait construit 41 porte-avions. Le Japon en avait construit 15. Les chantiers navals américains avaient lancé des navires cargo si rapidement qu'ils dépassaient les U-boats allemands, les coulant. Mais le nouveau calcul de Sato suggérait quelque chose qui brisait fondamentalement leur compréhension. Si, dit-il, la voix à peine au-dessus d'un chuchotement, si les Américains peuvent détruire des villes entières avec des bombes uniques, alors ils possèdent des capacités scientifiques qui rendent les comparaisons numériques sans signification. Ils ne mènent pas la même guerre que nous menons. Le ministre des Affaires étrangères Togo ajouta ce que tout le monde pensait mais que personne ne voulait dire. Et s'ils ont une telle bombe, nous devons supposer qu'ils en ont plus. La compréhension japonaise de la puissance américaine avait été façonnée par une série de croyances soigneusement construites qui ont commencé bien avant Pearl Harbor. Ces croyances, documentées dans d'innombrables réunions d'état-major et évaluations stratégiques, s'effondreraient toutes dans les jours suivant Hiroshima. Mais pour comprendre ce que le haut commandement a finalement réalisé, il faut d'abord comprendre ce qu'il s'était convaincu être vrai. En novembre 1941, l'amiral Isoroku Yamamoto, commandant de la flotte combinée, avait fourni l'évaluation la plus précise de la capacité industrielle américaine qu'aucun dirigeant japonais n'offrirait pendant toute la guerre. Son avertissement, enregistré dans les procès-verbaux de l'état-major naval, était explicite. « Je peux me déchaîner pendant 6 mois ou 1 an, mais je n'ai absolument aucune confiance pour la 2e ou 3e année. » Yamamoto avait vécu en Amérique. Il avait étudié à Harvard et servi comme attaché naval à Washington. Il avait visité des usines américaines et était témoin d'une infrastructure industrielle de première main. Ses calculs n'étaient pas basés sur l'espoir ou la ferveur nationaliste, mais sur des mathématiques froides. La production d'acier de l'Amérique à elle seule dépassait la production industrielle totale du Japon. Les réserves de pétrole américaines étaient effectivement illimitées par rapport à la dépendance précaire du Japon aux importations. Mais les avertissements de Yamamoto ont été systématiquement ignorés par le même état-major, maintenant assis dans le bunker souterrain contemplant la destruction d'Hiroshima. Les documents de planification stratégique de l'armée de 1941, récupérés des archives après la guerre, ont révélé le récit alternatif que le leadership militaire avait adopté. La puissance industrielle américaine serait neutralisée par 3 facteurs. Premièrement, la distance. Les conquêtes du Japon sécuriseraient un périmètre défensif si vaste que la logistique américaine s'effondrerait sous son propre poids. Chaque navire, chaque avion, chaque balle devrait voyager 5000 miles à travers un océan hostile avant d'atteindre le combat. Le Japon pourrait soutenir ses forces à partir de territoires conquis voisins pendant que l'Amérique s'épuiserait dans des chaînes d'approvisionnement futiles. Deuxièmement, le moral. La société américaine était molle, individualiste et incapable de soutenir de lourdes pertes. La doctrine militaire japonaise supposait qu'après avoir perdu 30 à 40 000 hommes, l'opinion publique américaine exigerait des négociations de paix. La volonté des soldats japonais de mourir survivrait à la volonté de l'Amérique de se battre. Troisièmement, la supériorité tactique. Les forces japonaises, grâce à un entraînement supérieur, à l'esprit guerrier et à l'innovation tactique, infligeraient des ratios de pertes qui rendraient les avantages numériques américains sans pertinence. Un soldat japonais équivaudrait à 3 ou 4 Américains en efficacité au combat. Ces hypothèses avaient été testées et jugées insuffisantes à chaque engagement de la guerre du Pacifique. Pourtant, le haut commandement japonais avait constamment réinterprété les défaites comme une validation de leur théorie nécessitant des ajustements mineurs plutôt qu'une révision fondamentale. À Midway, en juin 1942, le Japon perdit 4 porte-avions en une seule journée. L'évaluation officielle blâmait la malchance et les erreurs tactiques.
pas la supériorité cryptographique américaine ou la vulnérabilité fondamentale de la stratégie axée sur les porte-avions du Japon. L'hypothèse sous-jacente que les forces japonaises pourraient surmonter les désavantages numériques est restée intacte. À Guadalcanal, d'août 1942 à février 1943, les forces japonaises ont découvert que les Américains pouvaient maintenir une logistique sur de vastes distances et pouvaient égaler les soldats japonais dans la guerre de jungle. L'évaluation officielle blâmait les commandants locaux pour un esprit de combat insuffisant, pas l'impossibilité de la situation stratégique. L'hypothèse sous-jacente que la société américaine se fissurerait sous les pertes soutenues est restée intacte. En août 1945, chaque hypothèse majeure avait été systématiquement démolie par la réalité. Pourtant, le leadership supérieur ne l'avait jamais reconnu formellement. Le plaidoyer continu du général Hanami pour combattre jusqu'au dernier citoyen ne représentait pas la stupidité, mais le point final logique de croyances qui n'avaient jamais été correctement remises en question. L'après-midi du 6 août marqua la première fois dans toute la guerre que le Conseil suprême de guerre du Japon confronta directement leurs illusions. Le colonel du renseignement Sato présenta ce qu'il appela l'évaluation de la réalité, un document que son équipe avait compilé au cours des 6 mois précédents, mais qu'on avait empêché de présenter jusqu'à maintenant. Les chiffres étaient dévastateurs. La production d'avions américains en 1944 seulement dépassait la production totale du Japon pour toute la guerre. Les chantiers navals américains construisaient des porte-avions d'escorte plus rapidement que le Japon ne pouvait former des pilotes. Les usines de munitions américaines produisaient plus d'obus en une semaine que les usines du Japon n'en produisaient en un mois. Mais les statistiques les plus accablantes de Sato concernaient la recherche scientifique. Son réseau de renseignement avait documenté des installations de recherche américaines employant plus de 130 000 scientifiques et ingénieurs travaillant sur la technologie militaire. L'effort comparable du Japon employait environ 6 000. Les universités de recherche américaines, Harvard, MIT, Berkeley, Chicago, avaient des départements de physique plus grands que toute la communauté scientifique du Japon. La bombe atomique, expliqua Sato, nécessitait des installations que nous n'aurions pas pu construire même si nous avions su comment. Les Américains ont construit des villes entières en secret. Oak Ridge, Tennessee, Hanford, Washington, Los Alamos, Nouveau-Mexique. Ces installations consommaient plus d'électricité que les grandes villes japonaises. Elles employaient 130 000 travailleurs. Le projet Manhattan a coûté 2 milliards de dollars, plus que ce que le Japon a dépensé pour tout son effort de guerre en 1944. Le ministre des Affaires étrangères Togo posa la question qui résonnerait à travers les procès ultérieurs pour crimes de guerre et l'analyse historique. Comment pouvions-nous ne pas savoir ? La réponse de Sato était inconfortable, mais précise. Nous savions, ministre des Affaires étrangères, nos services de renseignement ont rapporté continuellement sur l'expansion industrielle américaine. Nous avons intercepté des communications sur des projets secrets à grande échelle, nous avons documenté leurs efforts de recrutement scientifique, mais chaque rapport était rejeté comme une exagération ou de la propagande. Nous avons choisi de ne pas savoir parce que savoir nécessiterait de reconnaître que nous ne pouvions pas gagner. L'amiral Toyoda ajouta sa propre évaluation amère. Les Américains, dit-il, ont mené cette guerre avec une main attachée derrière le dos. Ils ont combattu l'Allemagne et le Japon simultanément, tout en développant des armes que nous ne pouvons pas comprendre. Ils ont produit plus de matériel de guerre que nous pensions physiquement possible, tout en maintenant leur économie civile à des niveaux qui dépassaient la production en temps de paix. Ils ne sont pas simplement plus forts que nous, ils opèrent à un niveau différent de civilisation. Cette admission que l'Amérique représentait non seulement une plus grande force, mais une catégorie différente de capacités, marqua le changement fondamental de compréhension. Pendant 4 ans, la propagande japonaise avait dépeint les Américains comme matérialistes et faibles, dépendants des machines parce qu'ils manquaient de force spirituelle. La bombe atomique a révélé ce récit comme catastrophiquement faux. L'impact psychologique s'est étendu au-delà du simple calcul militaire. Le secrétaire du cabinet, Isatsune Sakomizu, enregistra dans son journal ce soir-là. Nous avons combattu un ennemi que nous n'avons jamais compris. Nous avons supposé qu'ils pensaient comme nous pensions, que leur société fonctionnait comme la nôtre fonctionnait, que leurs limites correspondaient à nos limites. Hiroshima prouve que nous combattions à l'aveugle. Le 7 août 1945 commença par une confirmation qui rendait Hiroshima encore plus incompréhensible. Les avions de reconnaissance qui ont finalement pénétré la zone de radiation ont transmis des photographies qui circuleraient parmi le haut commandement en quelques heures. Le major Munetsugu Kitamura, le pilote qui a effectué la première mission de reconnaissance réussie, a signalé des conditions météorologiques qu'il n'avait jamais rencontrées. Des courants ascendants si puissants
qu'ils ont projeté son avion 2000 pieds plus haut en secondes, des températures de l'air qui ont fait grimper ses instruments et une visibilité obscurcie par de la fumée qui s'élevait en colonne vers la stratosphère. Les photographies développées à 11h00 montraient quelque chose que les analystes militaires ont initialement refusé de croire. Le centre-ville, environ 4 miles carrés, avait été complètement aplati. Pas détruit au sens conventionnel, où les gravats et les fondations de bâtiments restaient, mais aplati jusqu'à la terre nue. Les structures avaient été vaporisées. L'équipe de reconnaissance estima que tout dans un rayon d'1 mile du centre de l'explosion avait cessé d'exister sous toute forme reconnaissable. Les analystes du renseignement ont comparé ces images aux résultats de bombardements conventionnels. Le raid conventionnel le plus dévastateur de la guerre, le bombardement incendiaire de Tokyo du 9 au 10 mars 1945, avait nécessité 334 bombardiers B-29, larguant 1665 tonnes d'incendiaires sur 3 heures. La destruction d'Hiroshima dépassait la dévastation de ce raid, accompli par une seule bombe d'un seul avion en un seul instant. Le Conseil suprême de guerre s'est réuni à nouveau à 14h00 le 7 août avec de nouveaux renseignements qui ont fondamentalement modifié le paysage stratégique. Le ministre des Affaires étrangères soviétique Vyacheslav Molotov avait convoqué l'ambassadeur japonais Naotake Sato au Kremlin à minuit, heure de Moscou. Le message était bref. L'Union soviétique se considérerait en guerre avec le Japon à compter du 9 août 1945. Cette annonce brisa le dernier espoir stratégique du Japon. Pendant des mois, la diplomatie japonaise avait travaillé désespérément pour négocier une médiation soviétique pour les conditions de paix. Le fantasme était que Staline, jamais pleinement approuvé par ses alliés américains et britanniques, pourrait négocier un arrangement qui préserverait une partie du territoire japonais et empêcherait l'occupation. L'entrée des soviétiques dans la guerre élimina complètement cette possibilité. Le visage du général Hanami, selon de multiples témoins, devint pâle lorsque les implications furent enregistrées. Le Japon faisait maintenant face à des ennemis sur tous les fronts, sans perspective de règlement négocié. Armes atomiques américaines de l'Est, armées soviétiques du Nord, forces du Commonwealth britannique du Sud, et résistance chinoise continuant dans les territoires occupés. L'empire qui s'était autrefois étendu des frontières de l'Inde jusqu'au milieu du Pacifique était compressé vers les îles principales avec une force écrasante. Le ministre des Affaires étrangères Togo présenta la réalité brutale. Nous avons 3 choix. Nous rendre inconditionnellement, combattre jusqu'à ce que chaque ville soit détruite par des armes atomiques, ou combattre jusqu'à ce que les forces soviétiques et américaines envahissent et que le Japon cesse d'exister en tant que nation. Il n'y a pas d'autres options. Le 8 août apporta des renseignements fragmentaires sur les mouvements soviétiques. L'armée rouge avait lancé un assaut massif en Mandchourie avec une force écrasante. L'armée du Kwantung, autrefois formation d'élite de la puissance militaire japonaise, était systématiquement détruite. Les colonnes blindées soviétiques avancèrent de 50 miles le premier jour, rencontrant une résistance qui s'effondra devant des forces qui avaient appris leur métier en détruisant l'Allemagne nazie. L'opération de Mandchourie démontra une autre vérité inconfortable sur la puissance américaine. Les soviétiques étaient équipés de milliers de véhicules américains, de camions et d'équipements de communication fournis par le programme de pré-bail. La capacité industrielle américaine n'avait pas seulement soutenu ses propres forces à travers 2 océans, mais avait également équipé des alliés à une échelle qui semblait impossible selon les normes japonaises. Un seul programme américain, le pré-bail, avait fourni plus de matériel aux forces soviétiques que la production industrielle entière du Japon pour la guerre. Quelques heures le 9 août, une deuxième bombe atomique détruisit Nagasaki. La communication du commandement régional de Nagasaki était encore plus brève que celle d'Hiroshima. Deuxième attaque atomique, ville détruite, perte catastrophique. Puis le silence. La session d'urgence du Conseil suprême de la guerre cet après-midi-là descendit dans quelque chose de sans précédent dans le protocole militaire japonais, la reconnaissance ouverte d'un échec stratégique complet. Le ministre de la Marine, l'amiral Mitsumasa Yonai, parla avec une franchise remarquable pour un officier militaire dans cet environnement. Les Américains ont démontré qu'ils peuvent détruire nos villes à volonté, une par une, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ils ont démontré la capacité de continuer cela indéfiniment. Nous ne pouvons pas nous défendre contre des armes que nous ne pouvons pas détecter avant qu'elles ne détonnent. Nos systèmes anti-aériens sont sans importance. Nos avions de chasse ne peuvent pas intercepter ce qu'ils ne peuvent pas trouver.
Nos préparatifs de défense civile sont insignifiants. Le chef d'état-major de l'armée, le général Umezu, ajouta sa propre évaluation qui aurait été considérée comme une hérésie défaitiste des semaines plus tôt. La bombe atomique change les calculs militaires fondamentaux. Les forces concentrées deviennent des cibles. Les villes deviennent des cibles. Notre stratégie de combattre jusqu'au dernier citoyen suppose que les Américains doivent envahir pour occuper. Mais s'ils peuvent détruire les villes sans invasion, toute notre doctrine défensive devient obsolète. Ils peuvent simplement éliminer le Japon de l'existence sans jamais poser le pied sur notre sol. Les estimations de renseignements présentées ce soir-là calculaient que l'Amérique possédait probablement entre 3 et 7 bombes atomiques supplémentaires avec une capacité de production pour davantage. Même si cette estimation était élevée, même si l'Amérique ne possédait qu'une arme de plus, l'implication stratégique restait identique. La résistance continue était un suicide. Le secrétaire du cabinet Sakomizu enregistra les commentaires privés de l'empereur lors d'une audience ce soir-là. Sa Majesté a exprimé que l'insupportable doit être supporté. Les bombes atomiques ont démontré que la résistance continue entraînera l'anéantissement complet du peuple japonais. Nous devons accepter des termes qui préservent la nation, même si ces termes sont douloureux au-delà de toute mesure. L'expression « l'insupportable doit être supporté » deviendrait le fondement de l'annonce de capitulation du Japon. Mais le chemin de cette reconnaissance impériale privée à la capitulation réelle nécessiterait de naviguer dans l'opposition militaire qui restait féroce malgré les preuves accablantes. Le 10 août apporta l'offre formelle de capitulation japonaise transmise par les canaux diplomatiques suisses. Le message était conditionnel. Le Japon accepterait les termes de la déclaration de Potsdam à condition que la souveraineté de l'empereur soit maintenue. La réponse américaine livrée le 12 août était délibérément ambiguë. L'empereur serait soumis au commandant suprême des puissances alliées, mais son statut ultime serait déterminé par la volonté librement exprimée du peuple japonais. Cette ambiguïté créa la crise finale. Les partisans de la ligne dure militaire, dirigée par le général Hanami, interprétèrent cela comme inacceptable. Ils argumentèrent pour continuer la résistance malgré les armes atomiques. Leur position n'était plus basée sur les perspectives de victoire, mais sur la préservation de l'honneur national par la destruction, plutôt que d'accepter l'occupation et le jugement étranger. Les formalités de capitulation s'étendirent jusqu'à fin août et début septembre 1945, mais la transformation psychologique du haut commandement japonais était complète au 16 août. Ce qui suivit ne fut pas simplement une défaite militaire, mais une réévaluation complète de tout ce que le leadership japonais avait cru sur la guerre moderne, la capacité industrielle et leur propre place dans l'ordre mondial. La cérémonie formelle de capitulation à bord de l'USS Missouri le 2 septembre 1945 mit les représentants japonais face à face avec la manifestation physique de la puissance américaine qu'ils avaient constamment sous-estimée. Le ministre des Affaires étrangères Mamoru Shigemitsu, qui signa le document de capitulation, enregistra ses impressions dans son journal. Le port était rempli de navires de guerre américains aussi loin que l'œil pouvait voir, des centaines de vaisseaux. Les avions remplissaient le ciel en formation qui bloquait le soleil. Les Américains affichaient leur puissance non par des menaces, mais par une simple présence. Cette armada représentait une fraction de leur force militaire totale, mais dépassait tout ce que le Japon possédait au sommet de notre force. Le général Yoshijiro Umezu, représentant l'état-major impérial général, nota que l'emplacement de la cérémonie était lui-même une leçon sur les capacités américaines. Nous nous sommes rendus à bord d'un cuirassé construit dans les chantiers navals américains en moins de temps qu'il ne nous fallut pour planifier une seule opération navale. Le Missouri était l'un des dizaines de navires capitaux qu'ils ont construits tout en combattant simultanément sur 2 océans et en développant des armes atomiques. Nous nous sommes préparés à la guerre pendant une décennie, ils se sont préparés pendant 15 mois et nous ont enterrés. La force d'occupation américaine commença à arriver fin août et les observateurs militaires japonais documentèrent des détails qui renforçaient leur nouvelle compréhension. L'équipement, l'organisation et la logistique démontraient des capacités que les rapports de renseignement précédents avaient décrits avec précision, mais que le haut commandement avait refusé de créditer. Une seule division d'infanterie américaine se déplaçait avec plus de camions que l'ensemble de l'armée impériale ne possédait. Les opérations de ravitaillement américaines livraient de la nourriture fraîche aux troupes, tandis que les forces japonaises mouraient de faim. Les installations médicales américaines traitaient des blessures que la médecine militaire japonaise considérait comme insoignables. Le colonel du renseignement Sato compila son rapport final en septembre 1945 intitulé «
Pourquoi nous avons perdu ? Une évaluation de l'erreur de calcul stratégique. Le document, maintenant conservé à l'Institut national d'études de défense du Japon, fournit une honnêteté brutale. Nous avons perdu la guerre en décembre 1941, lorsque nous avons attaqué un ennemi que nous ne comprenions pas. Chaque bataille par la suite était simplement l'élaboration de mathématiques inévitables. La capacité industrielle américaine dépassait la nôtre par des facteurs de 10 à 20 dans chaque catégorie. Leur établissement scientifique était plus grand que toute notre population éduquée. Leur base de ressources était effectivement illimitée, tandis que la nôtre dépendait de conquêtes que nous ne pouvions pas soutenir. Nous avons combattu en croyant que l'esprit pouvait surmonter le matériel. Nous avions tort. L'administration d'occupation américaine, dirigée par le général Douglas MacArthur, fournit aux officiels japonais un accès à l'information sur la production de guerre américaine qui confirma leur pire réalisation. Les États-Unis avaient produit 88 410 chars, 257 000 pièces d'artillerie, 2 434 000 camions, 17 millions de fusils et 41 milliards de cartouches de munitions. Plus stupéfiant, ils ont accompli cela tout en maintenant des normes de vie civile qui dépassaient la prospérité japonaise en temps de paix. L'ancien Premier ministre Suzuki, dans des conversations enregistrées par les historiens de l'occupation américaine, articula ce que le leadership japonais avait finalement saisi. Nous pensions combattre une nation de marchands qui valorisait le profit sur l'honneur, le confort sur le sacrifice. Nous avions catastrophiquement tort. Nous combattions la civilisation la plus productive de l'histoire humaine. Une qui pouvait simultanément soutenir une économie de consommation de masse et une production de guerre totale. Ils n'ont pas choisi entre le beurre et les canons. Ils ont produit les deux en quantité que nous trouvions incompréhensible. Les détails du projet Manhattan révélaient progressivement aux scientifiques japonais à travers les canaux d'occupation fournir la leçon la plus humiliante. Le projet avait employé 130 000 personnes et coûté 2 milliards de dollars. Plus que l'ensemble du budget militaire du Japon en 1944. Il nécessitait la construction d'installations qui consommaient plus d'électricité que les grandes villes. Il impliquait une physique théorique à des niveaux que les scientifiques japonais n'avaient pas imaginé possibles. La bombe atomique n'était pas simplement une arme, mais la preuve d'une capacité scientifique et industrielle qui plaçait l'Amérique dans une catégorie différente de civilisation. L'évaluation finale de l'amiral Toyoda, écrite en 1946 pour les historiens de l'occupation, captura le renversement complet de la pensée militaire japonaise. Nous avons commencé la guerre en croyant que la démocratie américaine les rendait faibles. Leur diversité les rendait désunis. Leur richesse les rendait mous. Nous avons terminé la guerre en comprenant que la démocratie permettait l'innovation, la diversité fournissait le talent, et la richesse finançait des capacités que nous ne pouvions égaler. Chaque hypothèse que nous avions n'était pas simplement fausse, mais précisément à l'envers. L'impact psychologique sur le leadership militaire se manifesta de diverses manières. Certains, comme le général Hanami, choisirent la mort plutôt que de vivre avec la réalité de la gravité de leur erreur de calcul. D'autres, comme l'amiral Yonai, devinrent des défenseurs de la démilitarisation complète, argumentant que la culture militariste du Japon avait conduit à une cécité stratégique catastrophique. La plupart luttaient simplement pour réconcilier les guerriers qu'ils croyaient être avec la réalité qu'ils avaient mené leur nation dans une guerre impossible à gagner par une autotromperie systématique. Les historiens japonais travaillant sous supervision de l'occupation commencèrent à documenter à quel point les rapports de renseignement avaient été ignorés. Les évaluations précises de la production américaine avaient été rejetées comme du défaitisme. Les avertissements sur les capacités scientifiques américaines avaient été supprimés comme nuisibles au moral. Les preuves que le Japon perdait la guerre avaient été réinterprétées comme des revers temporaires nécessitant plus d'esprit combatif. Toute la structure de commandement avait créé un environnement d'information où la vérité devenait trahison et l'optimisme devenait politique. La leçon finale que le haut commandement japonais absorba était peut-être la plus amère. La puissance américaine n'avait pas été entièrement déployée. Les États-Unis avaient mené une guerre sur 2 océans, tout en maintenant des forces substantielles en réserve, en développant des armes de nouvelle génération et en se préparant pour des conflits qui pourraient suivre. Les bombes atomiques ne représentaient pas l'effort maximal de l'Amérique, mais ce qu'ils pouvaient accomplir tout en faisant simultanément une douzaine d'autres choses. Les forces japonaises avaient combattu avec un engagement total de chaque ressource.
Les forces américaines avaient combattu avec des marges confortables partout. En 1947, lorsque les officiels de l'occupation américaine menèrent des entretiens complets avec l'ancien leadership militaire japonais, la transformation était complète. Le témoignage du général Umezu aux historiens de l'occupation résuma ce que le haut commandement japonais avait finalement compris. Nous avons perdu parce que nous n'avons jamais compris notre ennemi. Nous leur avons attribué nos faiblesses, ressources limitées, bases industrielles étroites, pensée inflexible, alors qu'ils possédaient le contraire. Nous avons cru notre propre propagande alors que nous aurions dû croire nos services de renseignement. La bombe atomique n'était pas la cause de notre défaite, c'était la preuve finale que nous avions été vaincus, dès le moment où nous avons commencé à combattre un ennemi que nous n'avons jamais vraiment compris. Nous avons appris trop tard que le courage ne peut vaincre la chimie, l'esprit ne peut surmonter l'acier. Et la détermination ne signifie rien face à un ennemi qui possède à la fois la détermination et 10 fois votre capacité à lui donner une forme physique.